Paul Maréchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué national d'ATD Quart Monde, ce mouvement qui lutte contre l'extrême pauvreté en France. Alors que la majorité de la population française est confinée, les pauvres, premières victimes du coronavirus, ont vu leur situation empirer. Pouvez-vous nous décrire la situation? Effectivement, la situation est souvent très dure pour les familles, les personnes qui sont en grande pauvreté. Euh, Si on prend l'exemple du confinement, en fait, il y a plein de répercussions dans la vie des gens. Il y a d'abord, souvent, les gens logent dans des logements petits, parfois insalubres, où c'est déjà pas très simple de vivre tous les jours. Et donc ça a des répercussions fortes, d'abord sur la santé, parce que l'air qu'on respire, si on peut pas sortir pour s'oxygéner, si on peut pas aérer aussi facilement que d'habitude, si on est dans un appartement humide, etc., on y est en fait 24 heures sur 24. Donc ça a des répercussions fortes sur la santé, y compris dans le fait pour certaines personnes de ne pas pouvoir suivre un traitement ou des traitements de long terme qui ne peuvent pas être suivis parce que le médecin peut plus se déplacer à domicile. Il y a aussi l'aspect bien sûr pour les enfants où c'est très difficile avec toute la question de la scolarisation, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais quand il n'y a pas d'équipement à la maison, quand il n'y a pas qu'il y a un seul écran parfois pour tout le monde et que c'est pas un ordinateur mais un simple téléphone ou rien du tout, ou pas de connexion, c'est très compliqué. Il y a des aspects aussi bien sûr sur le fait simplement d'être confiné dans un appartement trop petit avec des enfants, des adolescents qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de s'exprimer. On est témoin de familles pour qui c'est très difficile par exemple, que les adolescents puissent tenir en place et qui sont dans une tension permanente de rester dans l'appartement ou d'en sortir au risque de ne pas respecter le confinement. Et puis il y a des difficultés aussi très fortes au niveau de l'accès au travail, parce que tous les emplois précaires, saisonniers, parfois dans l'économie informelle, il n'y a aucun chômage partiel, il n'y a rien du tout, et donc les gens se retrouvent sans rien. Ils avaient une forte inquiétude au début de la rupture des droits. Donc là, heureusement, les droits qui existaient en tout cas sont maintenus, comme le RSA, etc. Mais il y a certaines personnes qui se retrouvent en précarité parce qu'ils n'ont aucune source de revenus classique, avec l'inquiétude des dettes qui s'accumulent, etc. On est aussi témoin des questions d'accès à l'alimentation, parce qu'en fait, les commerces moins chers où on pouvait aller, en fait, deviennent inaccessibles à cause du confinement, et les commerces de proximité sont parfois beaucoup plus chers, où les gens accédaient à des distributions ou à des systèmes de soutien alimentaire qui sont parfois fermés, qui sont parfois pas organisés de la même façon. Et donc, on est face à des difficultés effectivement très dures. Finalement, dans une globalité, la vie, elle était déjà compliquée, elle le devient encore plus. On est aussi témoin de familles dont les enfants étaient placés, tous les droits de visite, de voir les enfants ont été coupés d'un seul coup. Donc effectivement, les gens nous témoignent de situations qui deviennent très dures, avec beaucoup aussi de stress, d'inquiétude et de pas comprendre, ne serait-ce que pour faire une autorisation de sortie. Les gens ne sachant pas ou ne pouvant pas imprimer, en fait, ne profitent même pas de la possibilité de sortir faire un tour parfois, parce qu'en fait, ils sont pas en capacité soit de comprendre, soit d'avoir les éléments pour être en règle. Et ils sont trop inquiets soit de la maladie, soit d'un contrôle, etc. Alors, cette situation va-t-elle accroître, même si vous venez de m'en parler évidemment, encore plus les inégalités pour les plus pauvres? C'est sûr que c'est vraiment le risque, parce que déjà vivre dans la très grande pauvreté, c'est pas vivre, c'est survivre. Et là, les gens très pauvres n'ont pas les moyens, entre guillemets, de se protéger ou de faire avec, évidemment, pas de jardin, pas de choses comme ça. Et, euh, et en fait, on a une vraie crainte sur l'après-confinement, avec notamment la question des dettes qu'on puisse accumuler, de la difficulté à retrouver un travail, et puis bien sûr les enfants. Les enfants qui, pendant tout ce temps-là, ont quand même beaucoup plus de difficultés à avoir un suivi scolaire, à avoir finalement cette continuité éducative, et qui vont se retrouver 2 mois plus tard, peut-être même à la rentrée prochaine, avec un vrai retard. Et c'est une source d'accroissement d'inégalités très forte. On sait que l'éducation, c'est un levier incroyable pour les personnes, et on coupe ce levier-là pendant plusieurs mois, quoi. Et avec un risque d'augmenter les inégalités, bien sûr. Alors la trêve hivernale a été prolongée de 2 mois et 2000 places d'hôtels supplémentaires ont été promises pour les sans-abri. Mais on est très loin du compte pour les SDF, puisque selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement,
publié en janvier 2020, ce sont près de 4 millions de personnes qui sont mal logées. Que réclamez-vous? En fait, on va dire, il y a un peu le court terme et le long terme. Sur le court terme, c'est sûr qu'il faut absolument que les personnes puissent être mises à l'abri et dans des conditions où elles ne soient pas les unes sur les autres, etc. On est témoin de certaines situations où des hôtels, par exemple, ont libéré des places et où les gens peuvent être bien et ça se passe bien. Et des gens qui prêtent une chambre, etc. Donc, sur le court terme, c'est vraiment permettre que les gens soient mis à l'abri. Euh, et puis, on dit beaucoup que les très pauvres aujourd'hui étaient un peu invisibles et les personnes qui vivent à la rue, les personnes migrantes, les personnes qui vivent dans les bidonvilles, tout d'un coup deviennent visibles et on veut surtout pas que ça se retourne contre elles. Ça, c'est très important et qu'elles puissent accéder quand elles en ont besoin à de l'eau, à l'électricité pour charger les téléphones, etc. Donc, sur le court terme, ça, mais sur le long terme, il y a plusieurs choses qui sont très importantes pour nous. D'abord, c'est que la loi soit respectée, notamment le droit au logement opposable, dans la capacité de loger les gens. On parle beaucoup du prolongement de la trêve hivernale, et donc, y compris dans la vie de tous les jours, avec ou sans trêve, il n'y a aucune expulsion sans proposition de relogement, parce que c'est tellement dramatique de se retrouver sans toit. Et sur le long terme, on pense qu'il faut vraiment un plan Marshall sur le logement social et très social, notamment dans les zones tendues, donc surtout les grandes villes, et avec une vraie réflexion sur la capacité de fixer le loyer en fonction des revenus des gens. Parce qu'en fait, même avec le droit au logement opposable, il est encore opposé aux gens leurs revenus pour qu'ils puissent être logés décemment. Et ça, on pense qu'il y a un vrai effort national à faire pour augmenter le parc des logements sociaux et très sociaux et faire que le loyer soit accessible à des personnes en grande pauvreté. Alors, on parle peu des SDF, hein, des migrants, ceux qui vivent dehors, dans des foyers ou dans des bidonvilles. Que vivent ces personnes au quotidien? Donc là, aujourd'hui, je l'évoquais rapidement, elles sont face à de nombreuses difficultés. Alors, certaines ont pu être hébergées, mais beaucoup sont dans des conditions très précaires. Donc, il y a des choses très du quotidien, en fait. La question d'accéder même à l'eau, il y a une personne à la rue avec qui on était en lien, qui disait, mais au moins qu'il y ait des bouteilles d'eau près des commerces, etc. Aussi au sanitaire, bien sûr, à la capacité de se laver et d'être bien. Il y a aussi, avec la fermeture des marchés, un vrai souci d'accéder à l'alimentation et notamment à ce qui restait des surplus des marchés, qui permettaient aux gens, y compris de manger des fruits et des légumes et des choses de qualité, en tout cas des choses qui ne soient pas que des conserves, etc. Et puis il y a tout le problème, effectivement, comme je parlais tout à l'heure, des circuits d'aide alimentaire, dont certains se sont arrêtés, pas tous, heureusement, mais dont certains se sont arrêtés. Et sur les bidonvilles, on est témoin de certaines personnes d'origine, par exemple de l'Europe de l'Est, qui ont eu très peur et qui sont reparties, et d'autres qui restent très très enfermés et n'osant pas sortir et étant notamment privés complètement de revenus. Les personnes à la rue, les personnes qui vivent dans des bidonvilles ont souvent des revenus soit liés à des petits boulots, soit liés à la mendicité, etc. Et qui se retrouvent en fait sans rien et sans le petit plus qui permet en fait de vivre, de survivre à peu près. Donc les conditions sont particulièrement dramatiques pour ces personnes-là. Alors, là, vous le disiez à l'instant, la fermeture de certaines distributions alimentaires, l'arrêt d'activité de l'association, ou du moins le ralentissement, et de certains services publics viennent s'ajouter à la perte de revenus de foyers et plongent des familles dans des situations dramatiques. Vous avez lancé un appel à témoignages sur le confinement sur votre site internet, vécu par les plus pauvres. Alors, avez-vous recueilli des messages et quels sont-ils? Donc oui, on a reçu des messages, à la fois par le site internet et aussi par nos propres membres à travers la France. Dans nos membres, il y a aussi d'ailleurs des personnes en très grande pauvreté qui sont membres d'ATD Carmont, qui sont actives au sein du mouvement. On a beaucoup de témoignages de gens qui sont notamment en très grande souffrance d'être enfermés. Il y a un homme qui nous disait, moi, je vis des tensions psychologiques, etc. Et mon médecin, il me conseille toujours de sortir, quoi. Et là, je ne peux plus sortir. Et donc, un stress et un impact sur la santé ou sur l'équilibre psychique qui est fort pour les gens d'être enfermés. Alors, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai pour des personnes en précarité. Et puis, on a aussi des témoignages de gens qui posent des gestes. C'est très impressionnant. Il y a une femme qui vit dans une cité, dans une condition très difficile, qui met tous les jours sur son balcon des poèmes écrits en grand sur des panneaux
pour que des gens qui passent ou pour des voisins, engager une conversation à travers les balcons, etc. Et puis des gens qui sont très attentifs aussi les uns aux autres, y compris parce qu'ils connaissent d'autres personnes en situation de précarité et ils font attention à ce que personne ne soit oublié. Où ils aiguillent des personnes vers des soutiens, vers un accès aux droits, etc., quand eux-mêmes sont. Donc beaucoup de témoignages, oui, à la fois de personnes qui s'engagent aux côtés des plus pauvres, mais aussi de personnes en situation de pauvreté elles-mêmes. Alors, on sait aussi que la scolarité est une véritable difficulté pour les plus pauvres. Alors, comment faire pour la scolarisation à distance pour les familles qui n'ont pas d'accès à Internet? C'est sûr que c'est un vrai défi. Dès le début, on a été témoin vraiment de familles qui étaient en grande difficulté parce qu'elles ne pouvaient pas imprimer ou même se connecter à Internet pour avoir des mails ou même aux boucles WhatsApp qui étaient mises en place. Donc il y a plusieurs leviers en fait. D'abord, il y a eu un vrai effort des professeurs qui ont vraiment cherché dans beaucoup de lieux à contacter tous les parents et à contacter finalement tous les enfants. Souvent, les parents ont été un levier aussi, c'est-à-dire qu'on a vu des boucles WhatsApp par exemple, où les parents se sont mis ensemble, et y compris pour aller chercher les enfants dont on n'avait pas de nouvelles. Il y a eu des très beaux gestes aussi d'enfants qui s'envoient eux-mêmes leurs devoirs et qui disent tiens voilà j'ai fait ça, etc. Mais ça reste fragile, et on est aussi témoin de gens qui ont rien, même pas un téléphone avec une connexion Internet, et donc beaucoup de difficultés. Donc il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est la mobilisation des enseignants, la mobilisation des parents, la mobilisation des voisins, et aussi la mobilisation de bénévoles qui s'engagent pour prendre 1 heure par jour avec un enfant et le soutenir dans ses devoirs scolaires, dans ses devoirs. Et au fond de tout ça, il y a une vraie question d'accès à l'outil. Donc on se mobilise aussi beaucoup pour que les gens puissent accéder à des téléphones. Et on a lancé notamment, nous, une campagne confinée mais pas déconnectée, ou confinée mais connectée, auprès des opérateurs pour qu'ils puissent débloquer les forfaits, en fait. Que des gens qui ont 3-4 heures d'appel puissent avoir des appels illimités, que les gens aient au moins entre 5 et 10 gigas de connexion Internet, et pour qu'en fait, cette ultime connexion pour les enfants soit possible. Et quand elle reste impossible, on a aussi beaucoup de témoins de gens qui font des photocopies, par exemple, pour toute la classe, et qui l'envoient, qui le mettent dans les boîtes aux lettres, par exemple, avec des conditions d'hygiène respectées. Mais c'est vrai que la question de la connexion est importante, et on a lancé cet appel à tous les opérateurs en disant mobilisez-vous, faites que personne ne soit laissé de côté, et en particulier aucun enfant, à cause de ce confinement. Alors, aujourd'hui, comment les militants d'ATD Quart Monde continuent à venir en aide aux plus démunis? Donc j'ai cité un petit peu pour l'exemple de l'école. Donc ça, c'est vraiment très fort au niveau de l'école. Beaucoup de membres d'ATD Quart Monde s'engagent autour des enfants. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on se rend compte que le lien, on arrive à le maintenir quand il existait. D'où l'importance de la qualité d'un lien que nos membres ont au quotidien avec des familles en grande exclusion. Et je le répète, dans nos membres d'ATD Quart Monde, il y a aussi des personnes elles-mêmes en situation d'exclusion. Et en fait, ce dont on a été témoin, c'est que nos membres qui sont porteurs d'une action, en fait, se sont mobilisés autour de cette action. Par exemple, toutes les semaines, on a 60 bibliothèques de rue en France où des gens viennent lire des livres à des enfants dans des quartiers. Ils se sont organisés de manière très différente. Il y en a qui ont organisé des boucles de téléphone. Il y en a qui ont photocopié des activités pédagogiques, qui sont allés les mettre dans les boîtes aux lettres. Il y en a qui ont fait une petite chaîne YouTube. Donc, on est dans un effort de ne laisser aucun enfant de côté parmi tous ces enfants qu'on connaît ou les amis d'amis d'enfants. C'est vrai aussi pour les universités populaires, qui sont des groupes de personnes adultes, jeunes ou adultes, qui réfléchissent sur des thèmes de société et qui finalement portent une parole liée à leur expérience de vie. Et là, des groupes d'universités populaires qui ne peuvent plus se réunir, finalement, se sont organisés par réunions téléphoniques, comme dans l'entreprise ou comme dans des conf calls, on va dire, mais pour continuer de réfléchir et de travailler notamment sur la situation actuelle. Donc, on passe beaucoup par le lien, et quand c'est nécessaire, par une visite, avec toutes les précautions, bien sûr. Les gens nous disaient vraiment, le lien est possible par téléphone et par visio, mais de temps en temps, on a besoin de surmonter le moral en se voyant, et donc, quand c'est nécessaire, on essaye de le faire en respectant des conditions de sécurité nécessaires. D'accord. Et
Alors, quel message adressez-vous à des personnes qui souhaiteraient apporter elles aussi leur soutien aux plus pauvres? De quelle manière? Alors, il y a plein de leviers. Le premier qu'on a envie de dire, c'est finalement d'aller sur la réserve citoyenne, qui est un site qui a été lancé par l'État, qui essaie de croiser des besoins d'associations, d'institutions et du bénévolat. Et on peut se rendre utile notamment grâce aux associations. Il y a par exemple le Salut Social qui a lancé un système de collecte de tickets restaurants pour permettre aux gens d'aller faire leurs courses. Il y a des systèmes de récupération de tickets de service. Donc il y a ce qui existe autour de nous. Il y a aussi des passerelles de genre entourage ou des sites qui permettent de s'engager à proximité de chez soi. Et puis il y a aussi ce qu'on peut faire soi-même pour éviter que dans nos cercles, personne ne soit laissé de côté. Nous, on invite beaucoup les gens à dire je prends 10 minutes et je réfléchis quelles sont les personnes les plus exclues que je connaisse et à qui je vais passer un coup de fil tous les 2 jours, dont je vais me soucier et qui vont peut-être m'aiguiller vers d'autres personnes aussi. Et puis, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, il y a le fait qu'en fait, on se rend compte qu'on peut bâtir du lien aujourd'hui avec des gens en très grande exclusion ou isolement parce qu'on a déjà ce lien. Donc, on invite beaucoup les gens à dire, mais réfléchir à l'après-crise ou comment je vais bâtir des liens. Par exemple, comment je vais rentrer dans une association qui va me permettre de bâtir cette solidarité au quotidien, qui fait que dans des situations de crise, le lien existe, la solidarité elle existe, et ça devient très naturel de soutenir l'autre, etc. Et puis bien sûr, les gens peuvent aussi faire un don à des associations qui maintiennent ce lien. Ils peuvent aussi relayer cette campagne qu'on a lancée sur les réseaux sociaux de confiné mais pas connecté, mais Connecté. connecté, confiné mais connecté auprès des opérateurs. Donc il y a ces leviers-là qui sont possibles. Mais vraiment l'idée de se dire comment je réfléchis aujourd'hui, à quel engagement dans la durée je vais prendre après. Parce qu'aujourd'hui, certains gens nous disent mais je connais personne, comment je peux aider? Mais justement, c'est un appel à demain. Comment bâtir une société où les liens, ils existent pas seulement en temps de crise, mais ils existent tous les jours. Alors, on sait que le lien est très fragile, notamment pour maintenir une solidarité avec les plus faibles dans cette période de confinement. Vous, personnellement, est-ce que vous avez été sensible à des actions voilà, qui vous ont ému? J'ai été témoin d'une boucle d'élèves qui s'étaient mis ensemble avec les parents pour qu'aucun enfant soit mis de côté. Et il y a un enfant qui donnait pas de nouvelles, qui n'était pas dans la boucle, on n'avait pas son téléphone portable. Et complètement par hasard, il y a une maman qui, en allant à la pharmacie, parce qu'elle avait besoin d'aller à la pharmacie, a vu la maman de cet enfant-là et a pu la voir en gardant ses distances et lui demander son téléphone. Et cet enfant, il a été remis dans la boucle et maintenant, il fait partie de l'ensemble des enfants, de toute la classe. Donc tous les enfants de la classe maintenant sont dans la boucle. Et ça, c'était aussi possible parce que les mamans se connaissaient finalement. Cette histoire du lien qui existe et qui permet, en situation de crise, de refaire ce lien-là, j'ai trouvé ça très symbolique de ce qu'on cherche à bâtir au quotidien à ATD Quart Monde et ailleurs dans la lutte contre la grande pauvreté. Alors, une dernière question, enfin, ce virus est-il aussi une opportunité de repenser nos modes de relation et s'ouvrir à un avenir plus solidaire, plus fraternel? Alors, oui, ça vraiment, on pense vraiment finalement au jour d'après, à qu'est-ce qu'on va bâtir comme société, qu'est-ce qu'on va apprendre de cette crise. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre en termes d'accès aux droits fondamentaux. Si les droits fondamentaux, on arrive à les maintenir au quotidien, en fait, on résistera en cas de crise comme ça. Donc il y a une vraie question de droit à la santé, droit au logement, des droits fondamentaux qui font qu'une société est solide et que les plus pauvres sont aussi protégés en cas de crise. Et puis l'autre volet par rapport à ça, c'est la question du lien. Comment on est dans une société qui maintient des liens entre les personnes et finalement, on est dans un état de solidarité qui fait que personne n'est laissé de côté, mais aussi tous les jours. Et ça, je pense que j'espère que ça va nous rester comme un grand enseignement de cette crise. Battons-nous tous les jours pour un accès aux droits de tous et battons-nous tous les jours pour que personne soit laissé de côté. Et on espère qu'on prendra le temps de ça après la crise. Oui. Pour une société juste, tout simplement plus digne et plus respectueuse de chacun. Et puis aussi où chacun puisse contribuer, chacun puisse donner son avis, y compris dans la gestion d'une crise comme ça, comment les plus pauvres eux-mêmes sont acteurs et peuvent donner leur avis pour ne pas se voir imposer des choses qui ne les concernent pas.
Ok, merci Paul Maréchal, et puis merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps, et bon courage pour votre combat. Merci beaucoup et bon courage à vous aussi et merci de relayer ces informations sur ce que vivent les gens. Merci, au revoir.